Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h. C'est la fin du calvaire pour les 3 journalistes français et les 4 hôtesses de l'air espagnoles inculpées au Tchad dans l'affaire de l'Arche de Zoé. Ils ont été libérés et en ce moment, ils sont dans l'avion présidentiel avec Nicolas Sarkozy qui a fait le déplacement pour venir les chercher. Pour les membres de l'association, en revanche, c'est une autre histoire, d'autant que les charges semblent s'accumuler contre eux. L'une de nos équipes a pu rencontrer des parents d'enfants qui devaient être envoyés en France. Leurs témoignages, vous allez les entendre, sont accablants. Rachida Dati est dans le texte. La ministre de la Justice a décidé de s'expliquer dans un livre d'entretien. Elle parle d'elle, de son parcours et aussi des attaques dont elle se dit victime. Rachida Dati est notre invitée dans ce journal. Après 3000 ans de repos dans son sarcophage, la momie de Toutankhamon a été exhumée et exposée au public. Le nom du pharaon a traversé les siècles, il a désormais pour tout le monde un visage. Et puis nous terminerons en musique avec l'une des icônes des années 80. Étienne Dao nous revient avec un nouvel album, L'Invitation. Invitation à quoi? C'est ce qu'il nous dira à la fin de ce journal. On commence avec la libération des 3 journalistes français et des 4 hôtesses de l'air espagnoles inculpés dans l'affaire de l'Arche de Zoé. Nicolas Sarkozy est venu en personne les chercher au Tchad. Ils sont actuellement sur le retour dans l'avion présidentiel. Voyez le reportage à N'Djamena de nos envoyés spéciaux Dominique Derda et Frédéric Ranck. Jean-Daniel Guillou n'a pas le cœur à la fête. Je pense à ceux qui restent surtout. Tout devrait bien se passer pour eux, je l'espère. Et pour vous, ça y est, c'est le retour. C'est le retour. Au palais de justice de N'Djamena, les 3 journalistes français et les 4 hôtesses de l'air espagnoles viennent récupérer leurs bagages qui avaient été mis sous scellés lors de leur arrestation. Ils sont libres désormais de rentrer chez eux. Le plus détendu sans doute Marc Garmirian, le caméraman de Capa. Tu as craint que ça dure plus longtemps. J'ai connu meilleure situation. Heureux de rentrer. Forcément. Ciao, bon voyage. Direction l'aéroport où bientôt enfin ils vont embarquer pour Paris. Maintenant ils sont libres, j'ai envie de dire merci à Sarkozy, merci à Déby. On ne les remercie pas tous les jours, ce sera l'occasion de le faire. Mais bravo, non, ça a été géré de main de maître. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Lorsque Nicolas Sarkozy atterrit à N'Djamena, le mandat de dépôt des Français et des Espagnols vient juste d'être levé. Pas question, en arrivant trop tôt, de donner le sentiment que la France ait voulu forcer la main de la justice tchadienne. On sait pourtant que la nuit dernière, le substitut du procureur qui tenait à mener l'enquête jusqu'à son terme a été fermement prié par la présidence tchadienne de s'occuper de dossiers moins brûlants. Interrogé sur l'insistance de la France à faire libérer au plus vite les journalistes, Nicolas Sarkozy répond sans embâche. Alors si à chaque fois qu'on va dans un pays pour régler un problème, on porte atteinte à l'indépendance du pays, on n'a qu'à rester chez soi, comme ça on ne risquera aucun problème. Franchement, si on ne s'en était pas occupé avec le président Déby, bon, je vois déjà les commentaires qu'un certain nombre d'entre vous auraient fait, alors on les abandonne. J'ajoute que dans mon propre pays, les journalistes m'ont dit, écoutez, monsieur le président, il faut s'en occuper. Dans le salon d'honneur de l'aéroport pour les journalistes français et les hôtesses de l'air espagnoles, premier moment de répit après 10 jours de détention. Première photo souvenir aussi, celle d'un jour heureux, celui de leur libération. Des regards, des sourires, les traits tirés aussi de ceux qui partis pour couvrir une histoire en sont devenus les acteurs. Sur la piste, la bousculade, les services de sécurité tchadiens n'ont pas l'habitude de voir autant de photographes et de caméramens autour de leur président. Et visiblement, ils se demandent quel plaisir Nicolas Sarkozy prend à se frayer un chemin parmi eux. 2 heures après s'être posé à N'Djamena, l'avion de la République française est reparti avec à son bord 7 passagers éprouvés, mais soulagés. Et j'ajoute qu'avant de se poser à Paris, l'avion fera une escale à Madrid afin de déposer les 4 hôtesses espagnoles. Elles sont attendues par le chef du gouvernement, José Luis Zapatero, aux alentours de 21h. En direct de N'Djamena, on retrouve maintenant notre envoyé spécial, Dominique Derda. Dominique, un mot d'abord sur les Français qui vont à nouveau passer une nuit en prison ce soir, les membres de l'association. À quoi faut-il s'attendre pour eux ? Bien écoutez, tout à l'heure, en parlant des militants de l'Arche de Zoé, Marie-Agnès Pelleran, la journaliste de France 3 qui vient d'être libérée aujourd'hui, disait ce sont des militants, des idéalistes, pas des criminels. Éric Breteau et ses 5 compagnons vont tenter de devoir convaincre la justice tchadienne de leur bonne foi, qu'ils ne sont ni des escrocs, ni des voleurs d'enfants. Et ça ne sera pas facile parce que cette affaire a suscité ici une émotion considérable. Pour vous donner un exemple, tout à l'heure, alors que nous attendions devant la prison leur libération, eh bien des Tchadiens qui passaient par là nous ont insultés. D'autres nous ont craché dessus, des femmes ont tenté de nous jeter des pierres, tout simplement parce que nous étions français. Alors si la justice tchadienne a accepté aujourd'hui
de libérer les journalistes, les hôtesses de l'air espagnoles. Elle a bien l'intention de demander des comptes à ces humanitaires qui, depuis le départ, ont menti ici au Tchad sur leurs réelles intentions. Alors Dominique, il n'y a pas que les Français, hein, il y a aussi le reste de l'équipage. Ce qui est surprenant par exemple, c'est que le steward n'a pas été libéré avec les hôtesses. Il y a une raison logique à cela ? Non, il n'y a pas d'autre raison, si ce n'est que c'est un homme et la justice tchadienne a choisi effectivement de libérer les femmes, les hôtesses de l'air, mais pas les hommes, ni le pilote, ni le copilote, ni le steward, qui aujourd'hui encore restent toujours accusés de complicité dans cette tentative d'enlèvement, puisque c'est exactement le terme de la procédure judiciaire ici. Et puis il reste aussi un autre pilote, un Belge dont nous vous avions parlé, il s'appelle Jacques Villemar, il a 74 ans. Son travail à lui consistait à aller dans les villages avec un petit avion pour ramener les enfants jusqu'à Abéché. Le président tchadien disait tout à l'heure, en parlant de Jacques Villemar, que vu son âge et son état de santé, il serait très probablement libéré dans les jours qui viennent pour des raisons humanitaires. Merci Dominique. Et puis en tout cas, la situation risque d'être compliquée pour les organisateurs de l'Arche de Noé. Les témoignages à charge semblent s'accumuler contre eux. L'un de nos envoyés spéciaux, Christian Autain, a pu filmer les retrouvailles entre les soi-disant orphelins qui devaient être ramenés à Paris et leurs parents. Voyez son reportage. Ils n'ont pas revu leurs parents depuis un mois. Dans une cour, à quelques mètres de là, leurs pères les attendent. Tous viennent d'adhérer à une journée de piste. C'est en écoutant la radio qu'ils ont appris que leurs enfants étaient à l'orphelinat d'Abéché. Après une seconde d'hésitation, c'est la fin d'une histoire rocambolesque, commencée début octobre. Tous ces pères racontent la même chose. Des humanitaires les ont persuadés de leur confier leur fils ou leur fille contre la promesse de les scolariser. On nous a dit qu'une organisation humanitaire allait construire un centre à Abéché pour y enseigner 4 langues aux enfants. L'arabe, le français, l'anglais et notre dialecte. C'est pour ça que j'ai accepté de leur laisser mes 2 fils. C'était un groupe de 6 personnes. Il y avait 2 Français et 4 Tchadiens qui accompagnaient pour faire la traduction. Sur une des photos des Français arrêtés à Abéché, ils reconnaissent sans hésitation une des personnes à qui ils ont confié leurs enfants. Ils sont venus plusieurs fois pour nous expliquer ce qu'ils voulaient faire et à la fin, ils ont emmené les enfants. Quand on demande à ce père s'il a touché de l'argent, la réponse est non. Et tous disent qu'ils ignoraient que les enfants devaient aller en France. Pour autant, ces familles ne pourront pas repartir avec eux tout de suite. Dans ces villages où il n'y a pas d'acte de naissance, l'enquête devra se poursuivre pour déterminer avec certitude les liens de filiation. Même si je ne rentre pas avec eux aujourd'hui, cela ne me dérange pas. Je suis heureux et rassuré, car je sais où ils sont maintenant. 10 jours après leur placement à l'orphelinat, près de la moitié des 103 enfants a été formellement identifiée par au moins un parent. Tous les témoignages des parents sont accablants pour les membres de l'opération Children Rescue. Même si l'issue est heureuse pour les enfants, le traumatisme est énorme et ils ne pourront vraisemblablement réintégrer leur foyer avant plusieurs semaines. Autre témoignage éloquent, celui de Marc Garmirian. C'est l'un des journalistes qui vient d'être libéré. Juste avant son arrestation et quelques heures avant l'embarquement des enfants pour Paris, il avait pu filmer les préparatifs de l'association. La scène est pour le moins surprenante. Elle est commentée par Samassoula. Dernière mise en scène avant le départ. Ce jeudi 25 octobre au matin, les membres de l'Arche de Zoé mettent des bandages aux 103 enfants qu'ils s'apprêtent à évacuer dans la plus grande clandestinité. Voilà le blessé de guerre. C'est des fausses perfusions que je suis en train de poser. On peut pas se croire à l'évacuation sanitaire. Évacuation des enfants que l'association a rassemblés dans son QG d'Abéché depuis 5 semaines. Manifestement, ils sont bien encadrés, bien traités. Est-ce que ces 3 enfants, ils ont le même père et la même mère? Ce jour-là, 3 enfants leur sont amenés par des chefs de tribu du Darfour. Émilie Lelouch tente de vérifier s'ils sont orphelins. Alors attends, où sont les parents là? Tous les parents sont morts. D'accord, les 2 parents. Demande-lui d'expliquer comment les parents sont morts. Leur père, c'est Djanjoul qu'ils ont tué. D'accord. Les mères, ils ont bombardé dans un village avec l'avion, ils sont trouvés là. D'accord. Il y a un risque de se tromper quand même. Ouais. Ouais, bien sûr, il y a un risque de se tromper sur
je pense pas sur le fait qu'ils soient orphelins, parce que ça, clairement, ils savent justement s'il y a bien quelque chose qui est identique à nous, c'est la notion de papa et de maman. Après, la notion de tante, d'oncle, etc., c'est beaucoup plus flou. Dans la soirée, Émilie Lelouch et Éric Breteau, le chef de l'opération, appellent une des familles d'accueil en France pour lui proposer la fratrie. On a pensé à vous parce qu'on pense que ça fait un bon petit groupe d'enfants qui serait sans doute très bien avec vous. Donc bien évidemment, vous gardez ça très confidentiel pour vous et rien que pour vous. Merci beaucoup. À bientôt. Confidentiel car l'Arche de Zoé assume pleinement le caractère illégal de l'opération. Pour eux, la fin justifierait les moyens. Forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Forcément, on va passer pour des fous furieux ou pour des illuminés. En attendant, nous, on a agi concrètement, on a sorti concrètement des enfants du Darfour. Si on met en prison pour avoir sauvé des enfants du Darfour, ce serait quand même un comble dans notre pays. Et je crois que finalement, je serais fier d'aller en prison pour ça. Alors. Et ce n'est qu'au dernier moment qu'Éric Breteau dévoile à leurs collaborateurs locaux les plus proches la véritable destination des enfants. Je suis sûr que vous avez un avis sur la question. Ils partent d'ici en France. Est-ce que l'État tchadien est au courant? Vis-à-vis, si tu veux, des autorités ici, notre opération ne va pas les déranger parce que ce n'est pas des enfants tchadiens. Notre avis, là, le départ des enfants, là, ça amène de gros problèmes demain, ça c'est sûr. Vous ne pouvez pas amener ces enfants-là. Et c'est sur cette passerelle de fortune préparée pour embarquer les enfants que s'achèvera cette incroyable opération qui se voulait humanitaire. Et dans ce contexte pesant, l'Arche de Zoé a décidé de conduire aujourd'hui une manifestation de soutien à Paris. Et les proches, les amis, mais aussi les familles qui souhaitaient accueillir un enfant n'acceptent pas l'idée que l'on puisse parler dans cette affaire de vol d'enfants. Pierre Monégier, Chloé Corméry. Pas de slogan, juste quelques pancartes. C'est une marche silencieuse qu'ont entamé cet après-midi les sympathisants de l'Arche de Zoé. Le silence pour ne pas ajouter à l'imbroglio diplomatique, tout en exigeant clairement le rapatriement de l'équipe. Avec la libération des journalistes, certaines familles craignent que leurs proches soient oubliés. Ça m'inquiète un peu. Pourquoi? Je suis à la fois content parce qu'on a traversé, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont séparés? Qu'est-ce qu'on va leur faire? Comment va-t-on les traiter? C'est normal effectivement qu'il y ait deux vitesses quelque part, qu'il y ait deux vitesses, et puis on espère vraiment que le gouvernement français va tout faire pour les rapatrier au plus vite et les juger en France. Libérez, libérez, libérez Alain Péliga. Parmi les 300 manifestants, de nombreuses familles qui s'apprêtaient à accueillir des enfants. Pour elles, tout était clair. J'étais là pour aider un enfant, pour le sauver d'une situation dramatique. Voilà. Il n'était absolument pas question d'adoption comme on a pu l'entendre trop souvent. Leur soutien à l'association reste entier. Dans le cortège, personne ne comprend la réaction de familles en mal d'enfants qui se sont senties abusées. Ces familles qui portent plainte aujourd'hui, elles portent plainte. Je ne comprends pas contre quoi elles portent plainte. Parce que ça veut dire que dans leur tête, eux, ils allaient acheter un enfant. Proches et familles d'accueil attendront le temps qu'il faudra. Ils ont déjà prévu de se retrouver chaque semaine pour rappeler leur soutien à ceux qui restent détenus au Tchad. Et cette affaire suscite aussi des réactions politiques, surtout avec le déplacement de Nicolas Sarkozy au Tchad. François Hollande a dénoncé aujourd'hui la méthode, même si la cause est juste, a-t-il dit. Et il insiste sur le sort des Français qui restent prisonniers. Il plaide pour un procès en France. On l'écoute. Les ressortissants français, en fonction des accords de coopération judiciaire entre la France et le Tchad, doivent revenir ici à Paris et être soumis aux règles de la justice. Ils doivent rendre des comptes, c'est normal. Donc ce que je demande à Nicolas Sarkozy, puisqu'il se déplace à N'Djamena, c'est d'obtenir du président Déby qu'il y ait l'application de cet accord de coopération judiciaire. Je souhaite qu'il y ait une mission d'information au sein du Parlement pour qu'il y ait toutes les données de cette affaire qui soient connues. Nous avons le droit de savoir comment cette association est venue, quels moyens lui ont été donnés et aujourd'hui quelle est sa situation. Avec nous sur ce plateau, la ministre de la Justice, Rachida Dati, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu François Hollande. Nicolas Sarkozy dit la même chose. Il appelle de ses voeux aussi un procès en France. Est-ce que c'est légalement possible ? La convention d'entraide judiciaire, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que le Tchad ou la France, on peut dénoncer la procédure et que la procédure, par exemple, le Tchad dit les faits ont été commis sur mon territoire, mais j'accepte que la justice française s'en saisisse. Ou la deuxième chose, la France peut dire des faits ont été commis sur mon territoire, mais je laisse la justice tchadienne s'en saisir. Le président de la République l'a tout à fait dit en disant la justice
tchadienne est souveraine. Il y a eu des faits dans les actes de procédure qui ont eu lieu jusqu'à maintenant, des faits qui ont été commis sur leur territoire. Le Tchad est un pays souverain, la justice tchadienne est indépendante, donc la justice tchadienne est saisie. Nous avons 2 juges d'instruction qui sont saisis en France également. Il s'agit de voir les faits qui ont été commis aussi bien en France et au Tchad, et de voir, il faut laisser la justice avancer et puis voir comment on peut en arriver éventuellement à cette demande. Mais pour l'instant, laissons faire la justice. Nous sommes en période d'enquête, donc il faut laisser la justice avancer. D'un mot, votre sentiment sur cette affaire ? La justice est saisie aussi bien en France qu'au Tchad. La justice est indépendante. Il faut laisser l'enquête avancer. Nous sommes au stade de l'enquête. Et puis moi je suis très attachée à la présomption d'innocence. Il faut laisser aussi les responsabilités, s'il y en a, et qu'elles soient établies par la justice. Merci Rachida Dati. Puis on vous retrouve bien sûr pour votre actualité un peu plus tard dans ce journal. En attendant, dans le reste de l'actualité, le Pakistan semble s'enfoncer toujours un peu plus dans la crise. Après la déclaration de l'état d'urgence hier soir par le président Musharraf, la police a procédé à une vague d'arrestations d'opposants politiques et cette attitude est embarrassante pour l'allié américain qui l'appelle ce soir à garantir la tenue d'élections libres le plus rapidement possible. Arnaud Comte. À bas la loi martiale, crie ce militant aussitôt arrêté par les forces de l'ordre. 24 heures après l'instauration de l'état d'urgence, des dizaines d'opposants et de militants des droits de l'homme défilent pour dénoncer ce qu'ils appellent déjà une dictature. 500 personnes auraient été arrêtées dans tout le pays. C'est vraiment un signe de l'oppression que l'État va connaître dans les jours et les semaines à venir. Constitution suspendue, médias muselés, à Islamabad, la capitale, l'armée quadrille dans le calme les lieux du pouvoir. Dès hier soir, le président Musharraf est intervenu à la télévision. Pour lui, l'état d'urgence est la conséquence de la montée ces derniers mois du terrorisme islamiste. Je considère qu'à ce stade, l'inaction est un suicide pour le Pakistan. Raison moins avouable, Pervez Musharraf aurait craint de voir son élection du 6 octobre dernier invalidée par la Cour suprême. Son président a été démis de ses fonctions dès l'instauration de l'état d'urgence. Benazir Bhutto, l'ancien Premier ministre de retour après 8 ans d'exil, accuse celui avec qui elle devait partager le pouvoir d'avoir mené un second coup d'État. Paris, Londres et Washington condamnent l'initiative du président Musharraf. Ce soir, Condoleezza Rice s'appelle au maintien des élections législatives prévues en janvier. À l'étranger toujours, une image impressionnante. Une pluie de glace s'est abattue sur la capitale de la Colombie, Bogota. Un improbable orage de grêle tout à fait inhabituel dans cette région et à cette époque. Vous le voyez, la violence était telle que tout le monde a été surpris, y compris les automobilistes, littéralement pris dans la glace. Par chance, il n'y a eu aucune victime, mais le bilan fait tout de même état de gros dégâts matériels. Et puis autre image impressionnante aux États-Unis, cette fois, celle d'un carambolage géant en Californie qui a impliqué tout à l'heure plus de 100 véhicules, parmi lesquels une vingtaine de poids lourds. Les secouristes sont toujours à l'œuvre pour désincarcérer les victimes. On compte pour l'heure 2 morts et une douzaine de blessés. Tout le monde connaît son nom, mais en dehors d'une poignée d'experts, personne n'avait vu son visage. En tout cas, pas depuis 3000 ans. Pour la première fois, la momie de Toutankhamon a été exposée au public. Le corps du pharaon a dû être sorti de son sarcophage pour le protéger des assauts du temps et de l'humidité. Frédéric Monteil. Jusqu'à présent, seuls quelques experts avaient eu le privilège de regarder Toutankhamon en face. Car son visage restait secret, enfoui depuis 3300 ans dans son sarcophage. Cet après-midi, la momie du pharaon, enroulée de bandes de lin, a été déplacée de quelques mètres dans cette vitrine en plexiglas. Objectif, éviter la dégradation du roi d'Égypte. Le plus difficile pour cette momie, c'est qu'il y a 5000 personnes par jour qui visitent cette tombe. Et chaque personne relâche 20 grammes d'eau en respirant. Et cette eau se transforme en sel. Et dans 50 ans, si on ne fait rien, la momie aura complètement disparu. Désormais protégé, Toutankhamon est visible pour la première fois par les touristes du monde entier. Le rendez-vous avec l'histoire inspire plus ou moins. Je suis tellement contente de le voir, mais je pensais qu'il était plus gros. Plus sérieusement, certains n'apprécient guère le déménagement du pharaon. Je crois qu'ils auraient dû le laisser seul, tranquille, simplement en paix. Toutankhamon et ses trésors furent découverts pour la première fois en 1922.
À l'époque, l'archéologue Howard Carter aurait abîmé la momie en l'exposant de longues heures au soleil. En 2005, à partir de 17 000 clichés, les scientifiques esquissent les traits du pharaon. En image de synthèse, un visage d'adolescent à la vie éphémère. Toutankhamon est mort à 19 ans seulement. Et voici une autre raison pour Toutankhamon de se retourner dans son sarcophage. Voilà ce que les adolescents qui viennent de voir ce reportage s'enverront peut-être ce soir par SMS. Regardez comment on écrit dans le langage du portable la phrase « As-tu vu le visage de Toutankhamon ?» Pas évident au premier abord, c'est une question d'habitude. Et cette habitude, eh bien, les adolescents l'ont prise pour s'envoyer des messages. Ils sont devenus très habiles avec le clavier, mais pas forcément avec l'orthographe et la grammaire. Et c'est justement ce qui inquiète certains enseignants. Vous voyez ce reportage en Seine-Saint-Denis où une professeure de lettres, agacée par l'orthographe buissonnière, a décidé de combattre le mal par les mots, MOTS bien sûr. Mallory Aono, Marie-Claire Denis. Extravagant. Spécial. Investi. Comique. Intéressant, je trouve. Des mots choisis pour une prof de lettres de Seine-Saint-Denis en croisade contre la mauvaise langue, celle des SMS, des mails, des cités qu'elle retrouve dans les copies et surtout à l'oral. Ils me répondent à l'aide d'un simple mot, voire même d'un simple monosyllabe. On est dans un système qui est un système de reproduction des élites. Et je ne peux pas leur faire croire qu'on peut trouver sa place dans le monde aujourd'hui et être heureux et être épanoui si on n'a pas les mots. La littérature comme remède. Cécile Ladjali, elle-même écrivain, soigne avec Baudelaire, Kafka, Shakespeare, Parker, rien de moins. Hélas, pauvre Yorick, je l'ai connu à Ratio. C'était un garçon d'une verve infinie. Proposer aux élèves une littérature facile qui serait accessible à eux, à leurs pauvres petits esprits. Je pense qu'il y a dans cette condescendance quelque chose d'absolument scandaleux. Les élèves, encore une fois, méritent l'excellence. Pour transmettre des textes exigeants, Cécile Ladjali utilise souvent le théâtre. Ses apprentis acteurs travaillent une de ses pièces. Est-ce qu'il existe de plus authentique? Ils se disent, puisque j'arrive à le comprendre et à le dire, j'arriverai un jour à l'écrire. Maîtriser la syntaxe, avoir un vocabulaire riche, souvent, me disent-ils, ça fait bouffon, ça fait tapette. Et donc il faut vraiment travailler contre ces préjugés. Avec ses classes, elle a créé des pièces de théâtre, publié un recueil de poèmes. Natacha faisait partie de l'aventure. Une révélation, l'ancienne élève veut devenir professeure à son tour. Ça m'a complètement sorti du concon de la cité. On ne peut pas faire grand-chose, alors que là, si, on peut faire grand-chose. Quand on va à l'université ou ailleurs, pas forcément qu'à la fac, on peut avoir un bon diplôme, trouver un travail intéressant et voyager aussi. Pour conquérir ce monde, il aura fallu franchir des portes, sortir de ce que Cécile Ladjali appelle un ghetto linguistique. Je vous fais juge, c'est le titre d'un ouvrage à paraître sur l'un des phénomènes du gouvernement, la ministre de la Justice, Rachida Dati. Merci d'être encore avec nous. Je dis phénomène parce que votre parcours et votre histoire sont atypiques et justement, on va en parler. Vous avez décidé de l'expliquer, mais d'abord, je vous propose de regarder ce portrait qui revient sur votre parcours avec Michael Darmon. 15 janvier 2007, une conseillère du ministère de l'Intérieur devient un des porte-parole du candidat Sarkozy. Une histoire française commence. Comme beaucoup de Français, je suis d'origine étrangère, mais il ne m'a pas réduit ni à une origine, ni à une spécificité. 5 mois plus tard, Rachida Dati est à la table du Conseil des ministres. La révélation de la campagne présidentielle est nommée garde des Sceaux. Elle qui avait quitté Chalon-sur-Saône pour trouver du travail, elle y revient en ministre de la République. C'est juste une dame qui a beaucoup travaillé dans sa vie et qui a mérité sa place aujourd'hui. Un père maçon venu du Maroc, une mère algérienne, 11 frères et sœurs. Pour s'en sortir, Rachida Dati apprend tous les codes, pénal, civil et politique. Simone Veil la parraine dans ses premiers pas pour la magistrature. Ça va bien. Déjà, vous avez meilleure mine que la semaine dernière. Vous avez vu l'état dans lequel vous étiez arrivé? C'est ce ton et ce style qui a à la fois séduit et dérange aujourd'hui une corporation que Rachida Dati bouscule à la manière Sarkozy, avant de livrer peut-être une autre bataille, celle des municipales, pour prendre son autonomie politique. Ça vous fait rire, Rachida Dati, ce ton que vous aviez là face à ce justiciable? J'étais juge d'application des peines, c'était une personne condamnée que j'avais vue quelque temps
auparavant et que j'avais incité à se réinsérer et ça avait un peu porté ses fruits, notamment dans son apparence, donc je lui ai remarqué. Mais le ton vous fait rire et parfois c'est vrai qu'il est peut-être interprété comme étant de l'arrogance ou peut-être même de l'agressivité. C'est ce qui vous a été reproché par certains. Là c'était ni de l'arrogance ni de l'agressivité, c'est du respect. Et du respect pour lui, notamment dans son apparence. C'était pour moi important. Je l'avais vu quelque temps auparavant et je lui avais demandé de faire aussi un effort d'apparence pour se réinsérer, chercher un emploi, avoir une formation. Bien au contraire, c'était vraiment le respecter. Alors vous avez quelques personnes effectivement qui lancent des accusations, on va dire. C'est peut-être pour ça que vous avez écrit ce livre aussi. Je vous fais juge. Finalement, ce serait à vous de juger Rachida Dati. Pourquoi ce livre? Vous vous sentez agressé? Ce livre, je vous fais juge parce que moi je fais confiance aux Français, à la sagesse des Français. Ce livre, il y a quelques mois, il y a à peine un an, les Français ne me connaissaient pas. Je lis des choses me concernant, certaines justes, d'autres beaucoup moins justes. Il est important aussi que je puisse écrire mon parcours. Puis je vous fais juge, c'est aussi de dire que la France, que souvent on dénigre, la France permet un parcours comme le mien, permet de reconnaître le travail, l'effort et le mérite. Vous vous sentez dénigré? Vous vous sentez attaqué parfois, puisque vous dites certaines sont justes, d'autres sont moins justes. Qu'est-ce qui a été injuste, par exemple, sur il y a des choses qui sont totalement fausses ou injustes ou infondées. Et c'est vrai que j'écris dans ce livre. Vous revenez sur l'histoire des diplômes, par exemple. Ça vous a pas plu, ça? Les diplômes que vous auriez dit avoir et que vous n'aviez pas. C'est proprement scandaleux. Je n'ai pas de faux diplômes. Mes diplômes sont vrais. Et donc, je trouvais, bien sûr, que cette polémique et la rumeur qui est autour, totalement scandaleuse. Je crois qu'on n'a pas cherché ce type de querelle à aucun de mes prédécesseurs et à aucun autre membre du gouvernement. Et vous considérez que c'est parce que vous êtes atypique, justement, que c'est à vous qu'on les cherche? Je vous laisse interpréter et je vous laisse justement juge de ce type de rumeur qui, la logique de la rumeur, c'est qu'elle enfle et ces accusations sont totalement infondées et sont totalement fausses. Alors ce qui frappe dans votre livre, qui raconte votre parcours, c'est votre volonté, une volonté incroyable. Vous allez pousser les portes, y compris celles qui sont bien fermées, les portes les plus prestigieuses. Et là, vous croisez des gens qui vous tendent la main, des grandes personnalités qui vous font confiance. Est-ce que aujourd'hui vous êtes en position d'aider? Est-ce que vous feriez la même chose si quelqu'un venait frapper à votre porte, justement? Vous en parlez dans votre livre. Et vous dites une chose étonnante, d'ailleurs, vous dites, je ne sais pas si j'aurais l'élégance de rendre cette pareille. Parce que je n'ai peut-être pas, c'est ce que j'indique, c'est ce que j'écris dans ce livre. C'est vrai que est-ce qu'il faut du recul, il faut vraiment de la grandeur, et peut-être aussi que il m'arrive d'aider des personnes, mais souvent on vous demande beaucoup plus que simplement une recommandation, parce que je l'ai écrit aussi dans le livre. Les personnes qui m'ont beaucoup aidé, que ce soit le directeur de la clinique qui m'a donné mon premier emploi d'aide-soignante, jusqu'à Albin Chalandon qui m'a permis 20 ans plus tard d'occuper son bureau, ou même Madame Veil. Je n'ai pas voulu les encombrer avec ma vie personnelle. J'ai souhaité qu'on puisse m'aider dans le cadre de mon travail et des efforts que je faisais au quotidien. Une question d'actualité sur la réforme de la carte judiciaire. Tout à l'heure, je parlais de personnes qui évoquaient une certaine brutalité. Ce sont leurs mots. Les magistrats qui ont appelé à une grève à la fin du mois à cause de cette réforme, parce qu'ils disent justement Rachida Dati veut passer en force. La fermeture de certains tribunaux d'instance est arbitraire. Qu'est-ce que vous leur répondez? La carte judiciaire, c'est-à-dire que là où est rendue la justice, date de 1958. Tout a changé depuis 1958. Les services publics ont bougé depuis 1958, sauf la justice. Donc rien n'a été fait depuis 1958. Alors il y a deux manières de réformer. Soit on ne fait rien, soit on réforme. Alors la réforme, ça suscite évidemment du tumulte, des conflits. C'est le principe même de la démocratie. Quand il y a du tumulte, quand il y a du conflit, c'est que justement on discute des choses et on essaye de réformer la justice. Et puis il faut savoir aussi que la justice a des dysfonctionnements, et puis on a eu le drame d'Outreau, et je crois que les Français ne supporteraient pas un autre Outreau. Une toute dernière question sur les municipales. Vous l'évoquez dans votre livre, vous serez candidate dans le 7e arrondissement de Paris, très chic arrondissement. Je suis très intéressée, et il y a une commission d'investiture qui va désigner les têtes de liste cette semaine. En tout cas, vous ne dites pas non. Merci Rachida Dati. Merci.
On part aux États-Unis maintenant avec une image de sport, image toujours impressionnante du grand marathon de New York. Ils étaient cette année pas moins de 35 000 sur la ligne de départ. Et le premier à avoir franchi cette ligne d'arrivée, c'est un Kényan, Martin Lel, déjà victorieux en 2003, a parcouru les 42 km en 2 h et 9 minutes. Et côté femmes, il n'aura fallu que 14 minutes de plus pour la gagnante, la Britannique Paula Radcliffe. Un exploit d'autant plus remarquable que, tel que vous la voyez, elle a tout de même accouché il y a 10 mois. Cela dit, elle est détentrice du record du monde dans la spécialité, il faut le dire. Sport encore, 24 heures après les monocoques, les multis ont pris le départ au Havre aujourd'hui pour la Transat en double, direction le Brésil. Même si cette année, les Formule 1 des mers ne sont pas très nombreuses. Julien Benedetto. À côté de l'imposant bâtiment de la Marine nationale, les voiliers de 20 mètres de long passeraient presque pour des figurines. Il est 13 h au Havre, les 11 multicoques s'élancent dans la pétole, entendez par vent faible et petite mer. Les bolides sont attendus dans une douzaine de jours à Salvador de Bahia au Brésil. Ce midi, le Havre a fait une baie d'honneur au skipper, impatient d'en découdre. Il ne faut pas casser, il faut être constant, il faut être fiable. Donc voilà, ça va jouer sur un tas de petits détails, on va dire. Au premier pointage en milieu d'après-midi, le duo Camas-Ravussin menait la flotte des multis qui vont bientôt avaler les monocoques partis avec 24 heures d'avance. Dans cette catégorie, De Pavant et Coll sont ce soir les rois de la pétole, en tête du classement provisoire. Mais le chemin est encore long dans cette transat en double, traditionnellement riche en rebondissements. Et puis il y avait du tennis tout à l'heure avec la finale de l'Open de Paris-Bercy. C'est l'Argentin David Nalbandian qui a remporté ce tournoi en battant l'Espagnol Rafael Nadal. Et pas n'importe comment, 6-4, 6-0. Une véritable raclée, on peut le dire, d'un genre dont Rafael Nadal n'est pourtant pas habitué. On va vous inviter maintenant. Invitation à quoi? Étienne Dao va nous le dire. Bonjour. L'invitation, c'est le nom de votre dernier album. Mais avant d'en parler avec vous, je vous propose d'entendre quelques notes de cet album avec Olivier Lenuzza et Olivier Robert. Il nous a lancé une invitation, titre de son dernier album. Une invitation à un rendez-vous dans un studio parisien. Sous le regard complice de Brigitte Fontaine, Étienne Dao nous dévoile les titres de son nouvel album. Vermine douce, Satan de soie, soleil levant. Toi plus jamais, cheval de feu. Oh, toi toujours, crapaud de Dieu. Ce texte est signé Brigitte Fontaine. Pour la chanteuse, Étienne Dao est tout simplement... Je vois comme un espèce d'archange amical, chaleureux. C'est l'Olympia qui célèbre, ton étoile qui là-haut s'élève, et je vis ton succès de loin. Sur scène, tu es le centre, la foule aimante vacille. La foule qui vacille, l'Olympia, la scène. Le rêve d'un étudiant né à Oran qui soudain voit sa vie basculer. Que brillent les yeux des filles. Le jeune homme va provoquer un vent de folie, la Daomania 1983, premier succès. J'aimerais que cette nuit dure toute la vie. 25 ans de carrière ont fait de lui le pape de la pop, made in France. C'est lui qui a fait en sorte qu'il y ait une émergence de groupe et tout un style musical en français qui aujourd'hui, en tous les cas, la référence c'est quand même Étienne Dao. La morsure du souvenir reviendra t'envahir et je deviendrai à mon tour ton obsession. Étienne Dao évoque les amours perdus, la liberté, les souvenirs et les désirs d'un homme discret, secret, qui aujourd'hui se dévoile. 9e album, l'invitation à quoi exactement, Étienne Dao? L'invitation au voyage, au plaisir, à la liberté, enfin tout ce qui fait plaisir, tout ce qui fait du bien. Alors quand on écoute votre album, c'est toujours très parlé, on a le sentiment parfois que pour vous les mots sont peut-être plus importants que la musique qui est derrière, est-ce que c'est vrai ou pas? Non, les deux sont très importants, c'est leur union, leur mariage qui fait que qu'une chanson touche, marche. Vous cherchez à toucher quand même avec les mots. Il y en a une qui est particulièrement prenante, hein. Je pense à Boulevard des Capucines. Boulevard des Capucines, c'est l'adresse de l'Olympia. Oui. Un jour, vous venez à l'Olympia pour un grand concert. Là, il y a un homme qui vient frapper à votre porte. C'est votre père, vous ne l'avez pas vu depuis des années.
Vous n'ouvrez pas cette porte et aujourd'hui vous faites une chanson pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre 86 et maintenant? Beaucoup de choses. D'abord, j'ai reçu une lettre m'expliquant ce qu'il avait ressenti à la brutalité de mon refus de le voir. Mais cette chanson qui est écrite de son point de vue est en tout cas une chanson sur le pardon. C'est une chanson d'apaisement. C'est pas du tout une chanson avec du pathos. C'est une chanson qui fait du bien. Et j'ai beaucoup hésité à la mettre sur l'album parce que je savais l'espace que ça allait prendre après dans les interviews. Oui, j'ai longtemps hésité parce que c'est une chanson, c'est beaucoup plus facile d'écrire une chanson comme ça que d'en parler en tout cas. Mais ceci dit, je suis très très content qu'elle existe sur cet album qui sort demain. Donc après, cette histoire ne m'appartient plus et tant mieux. Vous vous sentez, on dirait que vous vous sentez libéré, et en particulier en ayant chanté cette chanson qui vous pesait quand même. Et je précise au passage que votre père est mort depuis. Et donc, c'est un peu un message pour lui. Oui, mais de toute façon, au-delà de cette chanson, toutes les chansons de cet album sont très importantes. Et le fait de pouvoir exprimer ce qu'on ressent lorsque c'est très violent et intense, ça fait beaucoup de bien. Donc je suis très content d'avoir pu faire cet album et d'avoir pu exprimer tout ce qui était au fond de moi. C'est pas trop dur à chanter quand vous êtes sur scène? J'imagine que ça va être un petit peu compliqué quand même. Vous êtes quelqu'un de plutôt pudique, c'est ce que vous dites en tout cas. Oui, bien sûr. Donc, j'ai pas commencé la tournée encore, ça, donc non, ça je vous le dirai mais plus tard. Vous y pensez? Bien sûr, j'y pense. Non, je pense qu'il y a des chansons de cet album qui seront difficiles à interpréter sur scène parce qu'elles sont très émotionnelles. Mais c'était le cas dans le passé avec des chansons. Je pense à une chanson comme Ouverture, par exemple, qui est une de mes plus, une des chansons que je préfère en tout cas. Vous vous dites très timide, très pudique, ça peut paraître surprenant. Comment est-ce qu'on peut être à la fois timide et devenir comme ça une star de la pop? Mais ça, c'est le paradoxe de beaucoup d'artistes, à savoir que grâce à l'écriture et la musique, on peut exprimer, expulser ces démons, quoi. Et en fait, ces démons sont pas... C'est pas juste tourner autour de soi, je pense que c'est aussi mettre des mots qui vont parler aux autres. C'est quoi vos démons? C'était quoi vos démons, puisque vous leur avez réglé leur compte apparemment? Vous avez 2 heures devant vous. Vous reconnaissez dans le jeune homme de Week-end à Rome des années 80 qu'on a vu là tout à l'heure avec sa coupe de l'époque? Tout à fait, oui. Ouais. Je suis la même personne. Parce qu'il y a une belle évolution quand même. Je suis la même personne avec plein d'années en plus. Mais j'aime bien ce jeune homme aussi. Il n'a pas beaucoup changé en fait. S'il y a un couplet qui résume votre album ou quelques mots, ça serait lesquels? La manière de commencer un album, c'est toujours très important. Je dirais je brûle, c'est l'invitation qui commence comme ça. Et voilà, je brûle, ça veut tout dire, je crois. Merci Étienne Daho. Merci à vous. Autre invitation, celle que nous vous avons faite hier soir sur France 2, invitation au théâtre à 20h50, et vous avez été très nombreux à y répondre. Près de 5,5 millions de téléspectateurs ont suivi en direct la pièce de Sacha Guitry, Faisons un rêve, avec Michel Larocque, François Berléand et Pierre Arditi. 5,5 millions de téléspectateurs, c'est une personne sur 4 présente à ce moment-là devant la télévision. Nous avions fait le rêve que vous soyez nombreux, et bien notre chaîne est bel et bien devenue le plus grand théâtre de France. Nous vous en remercions et nous recommencerons. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur l'image et même l'information du jour, celle de la libération des 3 journalistes français et des 4 hôtesses de l'air espagnoles inculpés dans l'affaire de l'Arche de Zoé. Nicolas Sarkozy est venu en personne les chercher au Tchad. Ils sont actuellement sur le retour dans l'avion présidentiel qui devrait atterrir dans un peu moins d'une demi-heure à Madrid pour déposer les hôtesses avant de rentrer sur Paris. Tout de suite, la météo, Isabelle Martinet. À 20h50, ne manquez pas L'ex-femme de ma vie, c'est le titre du film. 2 et avec Josiane Balasco, Karine Viard et Thierry Lhermitte. Demain à 13h, vous retrouverez Françoise Laborde. Excellente soirée sur France 2.